Pour contextualiser, les femmes congolaises sont les premières victimes dans la guerre qui sévit en République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies et elles subissent quotidiennement des violences extrêmes. Le viol, y est utilisé comme arme de guerre. Les femmes déplacées, enceintes ou survivantes de violences sexuelles font face à d'immenses difficultés pour accéder aux soins et dans les camps de déplacés, les conditions de vie sont extrêmement précaires et inhumaines. Et donc, ce webinaire, c'est l'occasion de mieux comprendre l'ampleur de ces violences, mais aussi d'écouter celles qui, sur le terrain ou à travers leurs recherches, agissent et témoignent. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'entendre 3 expertes sur le sujet. J'espère que Annie et Via pourront nous rejoindre, mais donc je vais vous présenter donc nos 3 intervenantes. En tout cas, une qui est avec nous, qui est connectée, est Jessine Soki-Miansi, qui est juriste de formation et enseignante vacataire en droit pénal et sciences criminelles, qui partagera avec nous les résultats de ses recherches présentés donc dans son livre intitulé Viol et conflits armés, la lutte contre l'instrumentalisation du viol en période de conflit armé. Elle nous parlera de l'usage du viol comme arme de guerre, de ses conséquences sur les survivantes et des nombreux obstacles qu'elle rencontre lorsqu'elle tente d'obtenir justice. On a aussi donc Annie Tenga, responsable de l'ONG Afia Mama, qui reviendra sur l'impact de la militarisation et sur la présence des groupes armés dans la région et qui expliquera comment cela aggrave les violences faites aux femmes, en particulier le recours au viol comme arme de guerre. Et enfin, Evia Yalenga, qui est chargée du programme Droit à la santé chez Si Jeunesse Savait, qui abordera les difficultés d'accès aux soins dans les zones de conflit, notamment pour les femmes déplacées, les femmes enceintes ou celles ayant subi des violences sexuelles. Et donc, nous aurons ensuite une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à l'endroit où vous voyez questions-réponses, et au fur et à mesure des interventions. Et n'hésitez pas aussi donc de préciser à qui vous voulez poser la question. Et donc, sans plus tarder, passons à notre première intervenante, Jessie. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour ce temps d'échange et pour cet événement. Donc c'est vrai que moi j'ai étudié cette thématique à travers le prisme juridique, mais également le prisme criminologique, afin de comprendre déjà comment était encadré juridiquement le viol au niveau du droit international public, mais également du droit congolais, donc ce qu'on va aborder. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de complexes par rapport justement à cet encadrement juridique, par rapport également à la lutte contre l'impunité. Donc, pour commencer, la question qui vient très souvent, c'est comment est encadré le viol au niveau juridique. Il faut savoir qu'en droit international public, il y a 3 branches. Donc, il y a le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit international pénal. Et au niveau du droit international humanitaire, c'est le droit qui vient encadrer la guerre, le droit qui vient humaniser la guerre. Et malheureusement, ce droit a été défaillant quant à l'encadrement juridique de cette notion de viol. Premièrement, on ne donne pas de définition de ce qu'est le viol. Or, en droit, et c'est ce que je vais beaucoup vous répéter, mais il est toujours important de savoir ce qui entre dans le champ d'incrimination d'une infraction, d'un comportement, afin de justement mieux le réprimer. Et donc, cette absence de définition ne permet pas de lutter efficacement contre l'impunité. Il faut savoir qu'en droit international humanitaire, le viol était limité à un outrage à la pudeur, à un attentat à la dignité, à une atteinte à la dignité. Or, si demain on insulte quelqu'un dans la rue, on est tous d'accord pour dire qu'on a porté atteinte à sa dignité. Et pourtant, il y a un degré de gravité qui est différent entre l'insulte et le viol. Donc, le droit international humanitaire a été défaillant, notamment face aux victimes qui n'ont pas pu se voir reconnaître en tant que victimes et surtout voir l'intensité, enfin, voir que le viol, que l'intensité des conséquences était caractérisée. Ensuite, concernant le droit international des droits de l'homme, donc ça, c'est un droit qui va être appliqué en temps de paix, mais également en temps de guerre. Ce droit vient quand même réajuster les conséquences et la gravité de cet acte de viol, en venant dire que le viol, c'est un acte de torture, un acte de barbarie, des traitements inhumains ou alors des traitements dégradants. Mais encore une fois, on n'a pas de définition de ce qu'est le viol.
Et par rapport au droit international des droits de l'homme, il y a plusieurs instruments juridiques. Donc, il y a la Déclaration internationale des droits de l'homme. À l'échelle africaine, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'échelle européenne, il y a la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Et il faut savoir que ces instruments, et notamment ces juridictions, ont estimé qu'elles préféraient laisser le choix aux États de définir le viol en fonction justement de leurs valeurs, en fonction des normes également de la société. Donc encore une fois, même si ici le degré de gravité du viol a été reconnu, sans définition, il n'y a pas de répression. Et donc les victimes, ces femmes qui sont violées, ne peuvent pas aller devant les juridictions. Et c'est là où le droit international pénal a eu une importance, notamment avec la création des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, donc le TPIR pour le Rwanda et le TPY pour l'ex-Yougoslavie. Et c'est la première fois en 1998, notamment avec le TPIR, qu'on vient reconnaître que le viol est une violation du droit de la guerre. Là où le droit international humanitaire, justement, a été défaillant quant à cette qualification, quant à cette violation. Et au-delà de ça, ces deux premières juridictions internationales pénales ont donné des premières définitions du viol. Alors, la première définition que je vais vous citer est juridiquement très faible, mais elle est très forte d'un point de vue symbolique. Le TPIR est venu dire que le viol, c'était l'invasion de nature sexuelle imposée à la femme par la violence. Cette définition est symbolique puisque le terme d'invasion signifie le fait d'envahir le territoire. Et quand on regarde l'aspect du viol, l'usage du viol dans les conflits actuels, comme en République démocratique du Congo, on se rend bien compte que le viol sert à envahir le corps des femmes pour gagner la guerre, pour justement vaincre le camp adverse, pour envahir également le territoire. Donc cette première définition est très forte symboliquement, mais malheureusement juridiquement, elle est assez faible. Et donc, c'est pour ça que, toujours en 1998, c'est le TPY cette fois-ci qui est venu donner une définition beaucoup plus systématique avec des actes beaucoup plus conséquents en disant que le viol, c'était des actes de pénétration dans la bouche, dans le vagin ou alors dans l'anus, exercés par la coercition, par la violence, par la contrainte, par la menace ou alors par la surprise. Et là, on se retrouve avec une première définition en 1998 en droit international pénal. Donc, il a quand même fallu attendre 1998. Et en 2001, le TPY vient justement ajouter cette notion de consentement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces deux juridictions sont ad hoc, c'est-à-dire qu'elles sont temporaires et en plus, elles vont s'appliquer uniquement sur le Rwanda ou alors sur l'ex-Yougoslavie. Et c'est pour ça qu'on était dans l'urgence de créer une juridiction permanente et qui puisse être appliquée sur de plus nombreux territoires. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la Cour pénale internationale, notamment avec le statut de Rome, donc qui a été ratifié en 1998 et qui a été mise en vigueur en 2002. Et le statut de Rome vient donner une définition beaucoup plus claire et beaucoup plus précise également de ce qu'est le viol, en disant que le viol, c'est tout acte de pénétration, donc comme je vous le disais, dans la bouche, dans le vagin ou alors dans l'anus. Et ici, on ne vient pas dire que l'acte de pénétration est forcément effectué avec l'appareil sexuel masculin, car la pénétration dans les viols, notamment en République démocratique du Congo, est effectuée également avec des mitraillettes, avec des machettes. Et donc, l'importance d'avoir dit pénétration d'un point de vue général, c'est justement de venir englober un grand nombre de victimes sans pour autant en exclure. Et ce qui est dommage, par contre, avec cette définition qu'on retrouve au sein du statut de Rome, c'est qu'aujourd'hui, elle est insuffisante car il manque les actes bucogénitaux. Pour vous expliquer un peu, les actes bucogénitaux, donc les cunilingus et l'anulingus, sont des actes qui, quand on regarde le droit pénal français, ont été ajoutés dans la définition du viol seulement depuis 2021, car avant, il s'agissait alors d'agression sexuelle. Et il y a un degré de gravité qui est différent, car l'agression sexuelle, c'est un délit, et donc puni de peine d'emprisonnement, alors que le viol, c'est un crime, et donc puni de peine de réclusion criminelle. Et donc là, la qualification va énormément jouer. Et ce qui est dommage, c'est que la question n'a pas été remise sur le tapis quant à l'ajout des actes bucogénitaux par rapport au statut de Rome. Et il y a une autre question qui revient assez souvent, notamment avec la création du statut de Rome, c'est qu'aujourd'hui, le viol peut être un acte constitutif de crime de guerre, mais également un acte constitutif de crime contre l'humanité. Et la question qu'on se pose tous, c'est mais
qu'en est-il du crime de génocide? Aujourd'hui, quand on regarde le statut de Rome, le viol n'est pas un acte qui figure parmi les actes constitutifs du crime de génocide. Et pourtant, il faut savoir qu'en 1992, la communauté européenne, par rapport à un conflit qui s'était déroulé en Bosnie, avait considéré que la politique de viol qui avait été effectuée s'inscrivait vraiment dans une politique de nettoyage ethnique. Or, quand on parle de nettoyage ethnique, on parle de génocide. Donc c'est vrai que, encore une fois, cette question devrait être remise sur le tapis pour que le viol puisse également être considéré comme un constitutif de crime de génocide. Une autre question qui revient, et là c'est plus l'aspect criminologique, c'est comment le viol, comment l'acte sexuel est devenu une arme, comment l'acte sexuel est devenu un acte pour détruire, un acte pour gagner la guerre. Il faut savoir qu'en période de conflit armé, on est dans une situation d'anomie. L'anomie, ça vient du grec anomia, qui signifie l'absence de loi, l'absence de normes. C'est tout simplement quand ces lois et ces normes sont affaiblies, et donc il y a ce sentiment d'impunité. On ose beaucoup plus passer à l'acte. Et il faut savoir également que le viol au sein de la guerre a une réelle évolution. Je parle d'évolution parce que auparavant, le viol était un dommage collatéral de la guerre, c'est-à-dire que le viol était utilisé par les soldats ou alors par les chefs militaires pour leur plaisir personnel. Le corps de la femme était perçu également comme un butin de guerre, ou alors le viol était utilisé pour souder les troupes, pour renforcer le moral des soldats au même rang que la nourriture. Si on prend par exemple le cas de viol pour souder les troupes, il y a les viols de Nankin, donc les viols qui s'étaient déroulés au Japon et qui étaient organisés justement par les chefs militaires. Et c'est seulement peu à peu, notamment avec l'avènement des conflits armés non internationaux, que le viol est devenu une véritable arme de guerre. Car on s'est rendu compte de son efficacité, on s'est rendu compte que le viol avait la même efficacité qu'une arme de guerre, à la seule différence, c'est qu'il n'a aucun coût financier. Donc c'est bénéfique pour ces milices, c'est bénéfique pour ces soldats. Et au-delà de ça, le viol ne laisse pas de traces, le viol ne laisse pas de corps. Là où avec une arme conventionnelle, il faudra par la suite se débarrasser des corps. Et il faut savoir que le meurtre va tout de suite créer la rébellion par derrière. Alors que le viol va créer la crainte, va créer la fuite. Et au-delà de ça, notamment dans nos sociétés africaines et notamment dans la société congolaise, le sexe et donc le viol sont des actes extrêmement tabous. Et il faut savoir que ces femmes violées seront systématiquement euh, négligées par leur famille, rejetées par leur famille et par leur société et stigmatisées. Et au-delà de ça, c'est pour ça que on souhaite parler de crimes de génocide par rapport au viol, c'est que les soldats ont compris une chose, c'est que en violant des femmes, on va également détruire toute une population et éteindre même tout un groupe ethnique. Tout simplement parce que la transmission culturelle s'opère par l'éducation, bien évidemment, et par la reproduction humaine. Et on sait très bien que dans nos sociétés, la femme occupe un rôle majeur dans l'éducation des enfants et donc dans la transmission culturelle. Or, si on se retrouve avec des femmes qui sont meurtries intérieurement et à raison, bien évidemment, elles seront dans l'incapacité d'éduquer ces enfants et donc de transmettre cette culture. Et c'est comme ça que peu à peu, un groupe ethnique meurt. Et ça, les soldats l'ont bien compris. Une autre question qui revient également, c'est mais comment des êtres humains peuvent passer à l'acte, comment des êtres humains peuvent commettre de telles atrocités. Donc, je vous ai parlé du contexte par rapport à l'anomie, mais il faut également parler de l'aspect criminologique de ces auteurs. Et moi, j'ai décidé d'aborder la question des enfants soldats, car il faut savoir que 40% des personnes qui composent justement ces milices sont... oui, Jessie, désolée. Juste, l'interprète demande si tu peux parler un tout petit peu plus doucement pour d'accord, ok. qu'elle puisse avoir le temps Pardon, oui, de j'avais oublié, s'il vous effectivement. plaît. Non, ça va, mais merci beaucoup. Oui, excuse-moi. Donc, il faut savoir que 40% des personnes composant les milices sont des enfants. Et quand on parle d'enfants, on ne parle pas d'enfants de ces enfants. Il y en a, mais on parle également d'enfants qui ont 7, 8, 9, 10 ans. Donc, des enfants qui sont très jeunes. Ils sont enlevés de la rue, sortis de la rue ou alors enlevés à leur famille.
Ils sont également après enrôlés dans ces milices et ils vont connaître cette initiation sexuelle forcée, c'est-à-dire que le premier rapport sexuel non consenti, bien évidemment, ils vont être drogués. On va les droguer avec des psychotropes, avec des drogues un peu plus classiques ou alors avec la poudre qu'on va trouver au niveau des balles. Donc, bien évidemment, lors de ces premiers rapports, ils sont inconscients et ils n'ont pas conscience alors du danger, ils n'ont pas conscience de leurs actes. Et puis peu à peu, ces violences vont devenir leur réalité. Et malheureusement, on parle d'enfants de 8, 7, 6 ans qui sont en pleine construction sociale, en pleine construction de leur personne et en pleine construction de savoir ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et donc, si ils ont grandi dans cette violence, bien évidemment, ils ne vont plus réussir à faire la part des choses. Et il y a un sociologue qui s'appelle Edwin Sutherland qui justement part de la délinquance juvénile et il va aborder deux facteurs qui sont essentiels pour expliquer justement cette délinquance juvénile. Donc, le premier facteur, ça va être la fréquence, donc la fréquence à laquelle l'adolescent, à laquelle l'enfant va être face à cette violence avec des délinquants, et la durée, bien évidemment, à laquelle ces enfants seront exposés. Et donc, tous ces facteurs, on peut les expliquer et on peut les revoir justement dans la structure de ces milices. Et il y a un cas qu'on aborde assez souvent, c'est le cas de Dominique Ongwen. Donc, Dominique Ongwen, c'est un enfant soldat de 9 ans qui, lui, allait à l'école et qui s'est fait enlever dans la rue, qui a été enrôlé par la suite dans cette milice, qui a connu cette initiation sexuelle forcée, et puis peu à peu, il a gravi les échelons jusqu'à devenir un chef militaire. Et Dominique Ongwen, lui, a été jugé par la Cour pénale internationale, on le verra par la suite, et Dominique Ongwen est vraiment le visage de tous ces enfants soldats, où il y a une énorme problématique à la, quant à la prise en charge finalement de ces enfants qui sont certes auteurs d'un point de vue matériel, mais également victimes de ces conflits armés. Pour revenir par rapport à l'encadrement juridique du viol, on a vu tout à l'heure le droit international public, mais comme aujourd'hui on se concentre sur la République démocratique du Congo, il faut également savoir comment le viol est encadré d'un point de vue juridique au Congo. Il faut savoir que selon la version en vigueur du 30 juin 1940, le code pénal congolais disait que le viol était puni de 5 à 20 ans de servitude pénale, sans pour autant donner de définition. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, sans définition, on ne peut pas savoir ce qui entre dans le champ d'incrimination et donc on ne peut pas lutter efficacement contre l'impunité de ces auteurs. Et donc c'est pour cette raison que la doctrine congolaise est venue ajuster cette absence de définition, est venue pallier à ça en disant que le viol, c'était la conjoncture sexuelle imposée à la femme par la violence. Et donc, dans cette définition, il y a énormément de problèmes. Déjà, de une, que signifie le terme de conjoncture, conjonction sexuelle? Quand on regarde dans le dictionnaire, ça signifie union sexuelle. Ok, sauf que, encore une fois, en droit, on a besoin de définitions claires et précises. Et on a besoin, en fait, de venir citer tous les actes qui entrent justement dans le champ d'incrimination du viol. Or, l'union sexuelle, c'est beaucoup trop vague. Si aujourd'hui, je demande à deux personnes différentes ce qu'est une union sexuelle, ce qu'est une relation sexuelle, j'aurai deux réponses différentes. Une personne peut me dire, ben, il y a une relation sexuelle à partir du moment où il y a un acte de pénétration, tout comme une personne pourra me dire, bah, il y a une relation sexuelle à partir du moment où on commence les préliminaires. Vous voyez? Donc, en fait, cet emploi de mots est beaucoup trop vague. Ensuite, dans cette définition, donc, je rappelle, conjonction sexuelle imposée à la femme, cela suppose que seules les femmes peuvent être victimes de viol. Alors, même si effectivement les chiffres montrent que les femmes sont majoritairement victimes de ces violences sexuelles, les hommes peuvent également être victimes de viol. Et donc, cette définition est vachement discriminatoire. Au-delà de ça, on vient également dire que la conjonction sexuelle doit être imposée par la violence. Or, dans de nombreuses situations de viol, les viols ne sont pas forcément imposés par la violence. Ils peuvent être imposés par la contrainte, par la menace ou alors par la surprise. Et donc, avec cette définition, on vient réduire et on vient exclure un grand nombre de victimes. Et au-delà de ça, le terme de conjonction sexuelle
suppose également l'acte de pénétration, puisqu'on est en 1940, donc au XXe siècle, on se remet aussi avec la mentalité de l'époque. Donc l'acte de pénétration, donc l'acte de pénétration effectué avec l'organe masculin. Or, dans le conflit qui se passe en RDC, comme je le disais tout à l'heure, les actes de pénétration ne sont pas uniquement effectués avec le pénis de l'homme. Les actes peuvent être effectués avec des mitraillettes, avec des machettes. Il arrive parfois même qu'on mette du sable ou alors des clous dans le vagin de la femme. Il arrive parfois qu'on tire également dans le vagin de la femme. Et donc, cette définition, encore une fois, exclut un grand nombre de victimes. Et donc, un grand nombre de femmes ne peuvent pas se prétendre victimes et donc ne peuvent pas avoir les réparations, ce qui est très important. Et c'est pour cette raison qu'en 2006, le législateur congolais est venu modifier tout ça avec une définition beaucoup plus précise et beaucoup plus claire, sans faire de distinction de sexe et bien évidemment sans dire que l'acte de pénétration doit forcément être effectué avec l'organe sexuel masculin. Donc ça déjà, c'est une grande avancée. Maintenant, par rapport à la répression, euh, il y a un grand problème par rapport à la répression et je pense que l'affaire Bweremana Minova peut très bien l'illustrer. Dans cette affaire, il s'agissait de 39 accusés, donc 39 soldats qui ont commis divers actes, dont des faits de viol, et seuls deux sur les 39 ont été reconnus coupables de ces viols. Or, comme je vous disais, le viol est devenu leur arme conventionnelle. Et quel est le soldat qui va à la guerre sans son arme? Et donc, cette condamnation pose un réel problème quant à cette lutte contre l'impunité et c'est vrai que de nombreuses victimes ne vont plus avoir confiance en la justice congolaise, notamment les victimes, enfin les familles également des victimes. Et c'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus de familles, de plus en plus de victimes qui vont avoir recours à la réparation amiable, à la réconciliation amiable. C'est tout simplement lorsque l'auteur ou alors la famille de l'auteur de ces viols va aller voir la famille de la victime en donnant une indemnisation financière de 100 $, 200 $ afin de réparer l'honneur. Car ici, on est vraiment sur une réparation de l'honneur et non pas sur une réparation, euh, une réparation morale et une réparation physique des conséquences justement de ce viol vis-à-vis de la victime. Et ce qui est navrant en fait avec ce recours-là, c'est que les bénéfices, donc les bénéfices financiers, ne vont jamais profiter à la victime. Ils vont toujours profiter à la famille pour des besoins alimentaires, pour bien d'autres besoins. Mais finalement, je me dis qu'on ne peut pas blâmer ce recours car c'est leur seule justice qu'elles ont. Et c'est pour cette raison que la Cour pénale internationale arrive sur la scène internationale. Il faut savoir que cette juridiction a une compétence complémentaire, c'est-à-dire qu'elle n'agit uniquement si l'État n'a pas la capacité, n'a pas la possibilité ou alors n'a pas la volonté de lutter contre contre la répression, pardon, et donc de punir ses auteurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec la CPI, c'est qu'elle a la capacité de réprimer pour 30 ans d'emprisonnement ou alors la réclusion criminelle à perpétuité en fonction de la personnalité de l'auteur et également des circonstances des actes qui ont été commis. Elle peut alors condamner l'auteur des faits, donc l'auteur matériel des faits. Elle peut également condamner l'instigateur. Donc en fait, l'instigateur, c'est celui qui a ordonné de commettre les viols sans pour autant lui avoir commis les viols matériellement. En droit pénal interne, il faut savoir que l'instigateur a la qualité de complice. Alors qu'en droit international pénal, l'instigateur est vu comme auteur des faits. Et donc ça, cette surqualification est très importante car là, on vient voir que la CPI souhaite vraiment encadrer et surtout sévir par rapport à ces faits-là. Au-delà de ça, la CPI peut également réprimer les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques pour la simple et bonne raison qu'elle estime qu'ils ont un pouvoir et qu'ils ont également le commandement et la surveillance sur leurs milices et donc qu'ils auraient dû savoir ce que les milices étaient en train d'effectuer et surtout qu'ils avaient le pouvoir d'arrêter ces faits. Malheureusement, la CPI enfin, fait face à de nombreuses limites, fait face à de nombreux obstacles. Le premier obstacle, c'est par rapport à la coopération des États.
Il faut savoir que voilà, en pratique, il y a de plus en plus d'États, notamment d'États africains, qui sont de plus en plus vigilants et réfractaires par rapport aux Nations Unies et donc par rapport à la Cour pénale. Or, les Nations Unies et donc la Cour pénale ne sont pas un État, et donc ils n'ont pas de police, ils n'ont pas de prison, et donc ils doivent compter sur la coopération des États pour avoir des prisons, pour euh, effectuer également des mandats d'arrêt par rapport à ces auteurs-là. Et donc, sans la coopération, eh ben, la machine judiciaire ne fonctionne pas. Au-delà de ça, un autre obstacle, et là c'est un obstacle qui est vraiment par rapport à sa compétence à elle, c'est que la CPI n'a pas compétence pour les faits qui ont été effectués avant 2002. Or, il y a un gros problème, c'est que le conflit en RDC date d'avant 2002. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la CPI a une compétence complémentaire, c'est-à-dire qu'elle agit uniquement si l'État n'a pas la capacité, n'a pas la volonté. Donc là, c'est déjà un palier. Et au-delà de ça, on nous dit qu'elle n'agit pas avant 2002. Mais alors, quelle est la réponse qu'on vient apporter à ces victimes d'avant 2002? Quelle est la réponse également qu'on vient apporter à ces auteurs? Donc, on renforce en fait ce sentiment d'impunité par rapport à ces auteurs, et il y a un gros point d'interrogation où il n'y a pas de prise en charge par rapport à l'État et il n'y a pas de prise en charge par rapport à cette juridiction internationale. L'autre obstacle, si je puis dire, c'est par rapport, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux enfants soldats. La CPI a compétence uniquement pour les auteurs qui sont âgés de plus de 18 ans, donc les auteurs majeurs. Mais le problème, c'est que ces enfants soldats, un jour, deviendront auteurs, enfin majeurs, et donc auteurs également de nombreuses infractions. Donc c'est comme si on mettait un peu la poussière sous le tapis en attendant qu'ils deviennent auteurs. Et ça a été le cas d'ailleurs de Dominique Ongwen. Et ce qui est navrant, c'est que dans sa décision par rapport à la condamnation de Dominique Ongwen, la CPI a dit et a reconnu que effectivement Dominique Ongwen avait été un enfant enlevé de la rue et puis ensuite enrôlé dans cette milice. Mais elle est venue dire que cela ne justifiait pas tous les faits qui avaient été commis par la suite, notamment à l'âge adulte. Alors je suis d'accord, cela ne justifie pas. Mais je pense et je trouve que la Cour aurait dû pousser son raisonnement et justement s'interroger sur la prise en charge de ces enfants, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, la CPI, elle a une compétence complémentaire. Donc, elle agit déjà au deuxième degré, on va dire. C'est un peu la juridiction de la dernière chance. Donc, si l'État ne prend pas en charge ses enfants et que la CPI ne le fait pas non plus, eh ben, c'est comme si, en fait, on fermait les yeux sur ce problème-là. Alors, à titre personnel, je suis contre la répression de ces enfants soldats, car la répression n'est pas la solution à tout. Surtout que quand on regarde l'état des prisons au Congo, on peut se poser d'énormes questions, où ces enfants vont être dans ces prisons avec des personnes majeures et ressortir 30 ans plus tard encore plus dangereux qu'ils ne sont rentrés. Et donc, par rapport à ces enfants soldats, il y a un véritable travail à faire de resocialisation, de rééducation également. Et malheureusement, ce travail n'est pas effectué. Alors, c'est vrai que dans mon livre, je vais venir aborder plusieurs alternatives à la répression et des alternatives à la justice. Donc, la première alternative à la répression, ce serait la compétence universelle. Il faut savoir que tous les États ont une compétence universelle. La compétence universelle, c'est la possibilité pour un État de poursuivre et de condamner une personne étrangère qui a commis des faits à l'étranger contre un étranger s'il s'agit des quatre grands crimes. Donc le crime contre l'humanité, le crime d'agression, le crime de génocide et le crime de guerre. Et ça, l'Allemagne, par exemple, en 2022, a pu utiliser cette compétence universelle à l'égard d'un supérieur hiérarchique qui avait commis des faits de viol dans son pays. Donc ça peut être une solution. L'autre solution par rapport à la répression, ce serait la création d'une cour pénale africaine. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'États qui sont réfractaires par rapport à la CPI et donc qui quittent le statut de Rome et donc qui quittent la CPI. Je pense que la Cour pénale africaine pourrait être une solution. Pour déjà de une, on est sur le terrain et puis on connaît beaucoup plus les enjeux du terrain, les enjeux par rapport à tous ces conflits. Et au-delà de ça, je pense que ça pourrait permettre de renforcer ce sentiment de confiance vis-à-vis d'une juridiction.
À l'échelle maintenant de la RDC, il y a une juridiction qui a été demandée notamment par les autorités congolaises, mais qui n'a toujours pas été créée. Ce serait la création d'une juridiction hybride. Donc la juridiction hybride, c'est une juridiction qui vient siéger sur le pays qui est en conflit, en l'espèce le Congo, et qui va mixer le droit international public et le droit interne. Cette juridiction est bénéfique car elle vient avoir une compétence sur les faits qui ont été commis avant même son entrée en vigueur et donc avant 2002. Et donc, ça pourrait être une réponse pour tous les faits qui ont été commis avant 2002, pour tous les faits qui ont été commis depuis le début du conflit au Congo. Au-delà de ça, cette juridiction est vraiment bénéfique également car elle permet de renforcer le droit interne et de faire évoluer tout le système judiciaire interne. Ça peut être une solution. Maintenant, les autres alternatives à la répression, qu'il y a aujourd'hui, ça peut également être, le droit d'asile. Alors je parle du droit d'asile, c'est plus une protection justement en attendant une réelle répression. Car en l'absence de répression, ces victimes ne peuvent pas rester, comme ça et donc risquer de toujours recroiser, les auteurs, risquer, de resubir de nouveau, des infractions, à caractère sexuel. Donc le droit d'asile, c'est une solution. Et il faut savoir que le droit d'asile protège les victimes en accordant justement le statut de réfugié. Mais au-delà de ça, le droit d'asile permet également de lutter contre l'impunité, car je pense qu'on a tous fait le chapitre en histoire par rapport aux nazis qui se sont échappés en Argentine. Et donc le fait de s'échapper, c'est un obstacle également à la répression, puisqu'on a du mal en fait à retrouver ces auteurs. Et le droit d'asile, c'est une solution car elle vient refuser justement de donner l'asile à des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis les 4 grands crimes. Et il faut savoir qu'à ce jour, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu que les femmes congolaises risquaient d'être victimes justement de ces violences sexuelles et donc qu'elles pouvaient bénéficier de ce droit d'asile. Merci beaucoup, Jessie, pour ton intervention, plus qu'essentielle et nécessaire. Et nous pouvons passer maintenant à notre deuxième intervenante, qui a réussi à se connecter, donc génial. Annie, est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, super. On t'écoute. Bonsoir à tous et merci de m'associer à ces webinaires à un moment extrêmement critique pour moi parce que je suis en train de coordonner les consortiums de solidarité humanitaire et nous agissons à Goma, depuis la prise de la ville de Goma et nous avons commencé les actions et donc au quotidien, je suis désolée pour les retards puisque j'étais aussi en ligne justement pour des cas des violences sexuelles sur certaines femmes à Goma et à Bukavu. Donc voilà, je vais aller directement dans la thématique qui m'a été partagée et demander à ce que je contribue, l'impact de la militarisation voilà, des groupes armés dans les zones de conflit. Je suis très contente d'intervenir juste après Madame Jessie Ntsokimiansi parce que elle a donné les contextes, même les backgrounds. Excusez mon franglais, en ce qui concerne les cadres juridiques et les cadres légaux. Même si je vais mentionner un des défis majeurs, l'application de ce qui existe. Cela bien parler de la progression, l'amélioration, de la prise en charge juridique, du moins, de ces actes de violence dans le conflit. L'application pose un problème dans les terrains, que ce soit par des groupes armés ou alors certains éléments même de l'armée régulière pour les cas de notre pays, les FARDC ou parfois même les éléments de la police. Donc, les, les,
la majorité les femmes et les enfants constituent généralement la majorité de la population civile euh, qui, qui est non combattant. Parce que euh, pour l'historique de la RDC, nous n'avons pas encore des chefs de guerre femmes qui s'assument ou qui s'autoproclament ainsi. C'est un peu plus de 100 groupes armés que nous avons. À chaque fois, les seigneurs de guerre sont des hommes, mais la conséquence, ce sont les femmes et les enfants qui subissent ça majoritairement, même si, comme l'a souligné Madame Jessie, il y a aussi quelques hommes et surtout les garçons. C'est pourquoi je parlerai plus des enfants et des femmes, parce que dans les enfants, il y a des filles et des garçons. Et exactement l'exemple qu'elle a donné, les, 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 le fruit des violences sexuelles d'il y a 30 ans, ça veut dire 1995, 96, 98, 2000, ça ce sont des grandes guerres qui ont frappé à partir de l'Est de la République. Pour la plupart sont aujourd'hui des seigneurs de guerre. Ça, c'est une des conséquences justement de la militarisation. Donc, il y a beaucoup de circulation d'armes légères dans des zones qui sont affectées par les conflits aujourd'hui. Et ces zones n'ayant pas été assainies, les programmes de démobilisation n'ayant pas été mis en œuvre comme il se devait, et après, les initiatives de la réinsertion socio-professionnelle de la plupart des anciens combattants et combattantes, parce qu'il y a des femmes qui ont été enrôlées de force. Je vais tout à l'heure passer dans les quelques éléments que je tiens à partager par rapport à des groupes armés et même certains éléments de l'armée régulière ou alors de la police qui sont pas dans le respect justement des textes de loi ou même de leurs propres procédures disciplinaires sont aussi en train de commettre des exactions. Voilà. Et donc, ces populations, les femmes et les enfants sont souvent ceux qui sont à haut risque. Et ce sont eux qui comptent parmi les victimes directes ou indirectes. Lorsque dans les langages militaires, ils parlent des dommages collatéraux. Ces dommages collatéraux, si on doit les considérer, encore une fois, je vais insister, je suis très contente que le cadre juridique ait été placé avant que je ne parle. Là-dedans, il y a des violences sexuelles, il y a des tueries, il y a des enlèvements forcés, il y a de l'enrôlement forcé à des faits d'exploitation sexuelle, d'esclavage sexuel, ou alors elles sont forcées de contribuer à l'effort de guerre. Ici, c'est transporter des munitions, c'est participer parfois à des actes de torture. Il faut dire que tout ça, c'est des choses que nous voyons lorsque les zones sont très, très, très militarisées. Et puis, on a aussi une autre dimension de ce qui se passe que nous avons constaté. Certaines femmes sont visées, torturées ou même tuées, tout simplement parce qu'elles jouent ou jouaient le rôle des dirigeants dans leur communauté. Ça veut dire que lorsqu'elle prend une position, sa communauté peut suivre. Ces femmes peuvent être comme ça ciblées. Et nous avons aussi des chefs traditionnels qui sont ciblés et notamment c'est lié à des questions de leur terre. Et même des femmes médiatrices de paix et négociatrices deviennent aussi la cible de ceux qui sont remplis de leur soif de vengeance. Parce que, comme j'ai dit, pour la RDC, on ne peut pas aujourd'hui parler de ce qui se passe actuellement parce que ça, ce n'est que cette escalade n'est que l'expression justement des ras-le-bol de ce qui existe depuis plus de 30 ans. Personnellement, j'ai une collègue qui a été violée à 4 reprises par différents groupes armés et à 4 reprises, ça a toujours été par un groupe de plus de 4 à 10 personnes. Finalement, elle fait un enfant qui ne connaît pas, on ne connaît pas qui est le père.
et cet enfant rejeté par la communauté après le conflit devient lui-même très agressif et poignarde sa propre mère avant de s'enfuir et aller rejoindre un groupe armé. C'est un peu l'exemple qu'expliquait tout à l'heure Madame Jessie. Vous imaginez un tel enfant qui n'a pas connu son père, qui sait qu'il est le fruit des viols et qui a entendu l'histoire de sa mère qui serait violée plus de 4 fois par différents groupes armés. Si une telle personne venait à croiser les femmes d'une autre communauté, vous savez ce qui va se passer? C'est ça qui m'amène au prochain point pour dire que certaines femmes, les femmes de certaines communautés sont ciblées tout simplement parce qu'elles appartiennent à cette communauté. Et puisque traditionnellement, la femme est l'incarnation de l'honneur, je crois que Madame Jessie l'a souligné en passant. Donc, l'utilisation de violences sexuelles ou de viols comme l'arme de guerre sur la femme, ce n'est pas tout simplement parce qu'on veut assouvir ses besoins sexuels, c'est aussi parce qu'on veut humilier l'autre camp, c'est aussi parce qu'on veut démontrer sa force sur une autre communauté. Enfin, c'est aussi parce qu'on veut ralentir. C'est ça qui est l'exercice que la RDC est en train de mener maintenant, c'est arriver à démontrer que pour certaines communautés, c'était les génocides parce que certaines communautés ont été ciblées et comme je le disais, ça part de vouloir démontrer sa force jusqu'à vouloir ralentir, si pas arrêter la croissance démographique d'une communauté, enfin d'occuper leurs terres. Donc, il y a aussi ces problèmes fonciers qui existent avant même d'être le problème d'exploitation illicite des ressources naturelles. Parce qu'assez souvent, lorsque nous discutons de ces questions, on ne fait pas allusion au nexus qui existe entre ces violences sexuelles et les violences basées sur le genre dans les zones de conflit, les ressources naturelles et même aussi les aspects climatiques et la terre. Parce que on peut dire aujourd'hui, non, les multinationaux ont un rôle à jouer, on est d'accord. Mais lorsque Goma est pris le 27 janvier, du jour au lendemain, les camps des déplacés sont détruits, on chasse tout le monde, mais nous avons des communautés que nous appelons aujourd'hui les retournés, qui sont partis dans leur village, dans le Rutshuru, dans les Massissi, dans le Niragongo. Sauf que là, ils trouvent leur village occupé, leurs champs récoltés. Et donc, vous étiez déplacé à Goma, on vous dit rentrez chez vous parce que vous êtes libérés. Vous rentrez chez vous, vous trouvez que vous n'avez plus de village. Une autre conséquence pour ce qui se passe présentement en RDC, c'est que nous avons des personnes qui peuvent se considérer comme des apatrides dans leur propre pays. C'est pas une question de déplacer interne, c'est beaucoup plus que ça parce que c'est l'identité, c'est la culture, c'est la terre, c'est ce qui est parti. Alors que traditionnellement, socialement, ici, on est très lié à sa région. D'ailleurs, je crois que nous sommes parmi c'est un pays où, à partir du nom d'une personne, vous pouvez deviner tout de suite cette personne provient d'où. Et nous sommes dans les communautés où, à partir du nom d'une personne, vous pouvez savoir dans sa communauté, dans sa famille, quelle est la position. C'est un fils aîné, c'est une fille aînée, c'est une fille qui vient après 2 garçons ou 3 garçons. Tout ça, c'est la structure sociale qui est complètement en train d'être détruite. Et ce sont des questions qui soulèvent la rancune, la haine sociale qui risque de ne pas finir. Et aussi, euh, certaines femmes et enfants, je vais parler d'abord des femmes et des filles qui sont enrôlées des forces. J'ai parlé à des fins d'exploitation sexuelle. Vraiment, la traite et l'exploitation sexuelle. Elles sont passées comme les objets entre les groupes armés et elles sont parfois passées comme des, des- au fait, la monnaie d'échange
pour certaines transactions dans ces zones-là et ça devient très, très, très difficile. Au-delà des groupes armés ou alors des hommes en uniforme, comme j'ai souligné, il y a quand même aussi des conséquences qu'on vient retrouver même après que il y a une sorte des pacifications ou des accords qui arrivent. Parce qu'il faut dire que depuis 30 ans, on n'a pas eu la guerre de manière continue, non-stop. Même là, présentement, le gouvernement a enfin accepté de commencer à considérer des négociations avec les M23, même si ça ne marche pas. Il y a toujours eu des négociations, il y a toujours eu des semblants de paix, il y a eu ce qu'ils appellent brassage. Les brassages, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, c'est qu'après chaque négociation, on va intégrer les éléments des groupes armés dans l'armée régulière. Ce qui se passe avec ça, c'est que des personnes non formées, des personnes qui n'ont pas d'éthique, des personnes qui n'ont pas eu leur grade de manière régulières ou méritantes se retrouvent du jour au lendemain des colonels, des généraux, donc des officiers supérieurs. Ce sont ces officiers supérieurs qui vont parfois utiliser le même pratique décriée, les mêmes pratiques qui violent le droit des civils, les mêmes pratiques qui ne respectent pas les droits humains, la dignité humaine. Je ne veux pas revenir sur les instruments juridiques parce que, merci encore une fois à Mme Jessie qui l'a mentionné. Et donc, même après, nous nous retrouvons avec des centaines de milliers de cas de grossesse non désirée. Associé à ça, je n'irai pas très loin parce que je pense que Evie a en parlé tout à l'heure. C'est lié à ça, il y a des cas des avortements non forcés. Donc, les femmes qui décident qu'elles préfèrent mourir plutôt que garder la grossesse qui est issue du viol parce qu'elle connaît exactement les conséquences de cela. Et le problème, c'est que les femmes et les filles semblent porter les poids de cette militarisation toutes seules, alors que ce n'est pas elles qui sont la cause, alors que même traditionnellement, pourquoi on viole, c'est parce qu'ils se disent que les hommes sont censés protéger les femmes et les filles de leurs différentes communautés. Et donc, du coup, si on allait dans la logique, on se dirait que les hommes devraient avoir honte de n'avoir pas pu protéger les femmes et les filles de leur communauté. Et non, ce n'est pas ce qui se passe. Les femmes sont répudiées pour celles qui étaient mariées. Pour celles qui n'étaient pas mariées, elles deviennent la stigmatisation autour du fait qu'elle a subi des violences qu'elle n'a pas recherchées pose un problème. Et aussi, nous avons un grand problème de la documentation des faits, des évidences qui peuvent servir pour l'accès à la justice. C'est vrai que je parlais des défis de l'application des textes de loi ou des instruments juridiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Mais même si devait s'appliquer, je vais prendre l'exemple actuellement de ce qui se passe à l'Est. Le 4 février, du jour au lendemain, plus de 160 personnes ont disparu des hôpitaux. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit dans la presse, ça fait juste l'effet d'annonce comme ça. Mais c'est quoi les vrais problèmes? C'est que parmi ces gens, il y a des victimes de violences sexuelles qui étaient dans des hôpitaux. Mais parce qu'il ne faut pas documenter des cas de violences sexuelles, du coup, c'est tout simplement la disparition. Quand il n'y a pas de victimes, il y aura pas de plainte et donc il n'y a pas de cas de violences sexuelles. Deuxièmement, ce qui se passe à l'Est, c'est que les activistes de droits humains sont devenus la cible. Et ce n'est pas qu'à l'Est, moi je vais le dire de manière... à l'Est, ils sont la cible parce qu'ils ne doivent pas documenter, ils ne doivent pas parler des violences sexuelles. Nous avons des collègues en cabale parce qu'on ne peut même pas essayer de les sortir d'où elles sont. Elles sont mieux comme ils se disent dans leur trou que de sortir parce que une fois sorties, elles peuvent disparaître. Pourquoi? Parce qu'elles ont tenu une conférence de presse décriant l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre à Bukavu. Elles sont sous menace des morts. Ça, c'est un fait. Et autre chose, c'est que nous avons un défi par rapport à la sécurisation des données. On peut bien avoir les données, mais il faut que ce soit en sécurité pour que ça serve plus tard. Et les femmes activistes de droits des femmes devenant la cible des groupes armés, ça pose un problème parce que
Ça veut tout simplement dire que même si les négociations passent aujourd'hui, il n'y aura pas des acteurs qui savent quelles sont les données qu'il faut prendre, quelles sont les données qui peuvent constituer un dossier solide pour obtenir justice et plus tard obtenir réparation. Alors, l'autre plus grand défi de cette militarisation, c'est que ça a créé l'insécurité pour des acteurs des Nations Unies et des organisations internationales. Alors que nous sommes dans un pays où l'accès aux ressources, que ce soit pour la réponse humanitaire, pour le développement, pour tout ce qu'on peut faire, pour la paix et tout, ça passe majoritairement par les organisations internationales. Et donc, à l'absence de la sécurité, ces organisations ont quitté la zone, laissant ainsi les organisations, les acteurs des organisations nationales que nous sommes sans ressources adéquates pour justement répondre aux besoins. Pour revenir encore une fois sur des cas des violences sexuelles, pour des cas des menaces, pour des cas des tueries, pour des cas des crimes qui sont en train de se commettre présentement, j'ai parlé des défis que nous avons de documenter, d'identifier même les cas en tant que tels. Nous avons un peu plus de 200 survivants de violences sexuelles à qui on ne sait pas remettre on ne savait pas remettre les kits PEP parce que quand elles vont dans des centres de santé, ils disent qu'il n'y en a pas. Je crois que vous avez appris que même Médecins sans frontières a fermé son appui au centre de santé de Kanyaruchinya alors que c'était un des plus grands où on pouvait envoyer quand même, espérant qu'eux ne soient pas menacés par ceux qui contrôlent la ville, pour ne parler que des Bukavu. Du coup, quand nous donnons des kits de dignité, on ne peut même pas dire kit de dignité. Nous changeons de nom. Kit humanitaire, kit de solidarité, kit, on doit appeler ça autre chose. Ça veut dire qu'on a déjà un problème de qualifier les faits. C'est que plus tard, les juristes les savent, posera un problème. Parce que si vous n'avez pas qualifié, si vous n'avez pas documenté, comment allez-vous réclamer justice? Comment allez-vous réclamer et obtenir une réparation quelconque? Et maintenant, du côté où nous sommes, nous qui sommes du côté du gouvernement, on espère obtenir un appui quelconque par rapport à nos actions. C'est que nous sommes aussi observés, surveillés, parce que les actions que nous menons dans les zones occupées doivent rester strictement dans les cadres humanitaires et strictement prendre l'allure d'accuser des groupes armés. Ça, on est d'accord. Ce qui n'est pas bien, c'est pas bien. Mais alors, lorsque ce sont des hommes en uniforme du rang de l'armée régulière ou de la police, ou alors de ce qu'on appelle, on considère aujourd'hui les alliés de l'armée, qui sont appelés les Wazalendo. Là-dedans aussi, il y a toute forme de Wazalendo. Les Wazalendo, c'est un mot swahili qui signifie les patriotes, mais il y a certains qui sont disciplinés, mais il y a beaucoup qui étaient juste des bandits d'hier, qui se sont alliés et ils commettent aussi des mêmes exactions que nous décrions du côté des rebelles. Enfin, il y a les prisonniers qui étaient libérés, juste sortis de leur cellule, comme ça, qui sont dans la nature, qui ont des armes. Et aussi commettent beaucoup d'exactions. Les M23 et les autres disent que pour eux, il n'y a pas de prison. Donc, il n'y a pas de prison, ils ont juste deux formes de discipline. Soit les gens sont amenés pour certaines villes dans les stades, Goma notamment dans les stades, Bukavu et d'autres coins, il y a juste des cellules ou des cachets comme ça. Si vous partez dans l'autre cellule, ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'on retrouve des gens qui sont partis par là après les négociations. Donc, avec la militarisation, avec les groupes armés, au fait, il y a toutes les formes des violences, d'exactions, des tueries, des tortures on peut voir. On a même vu une activiste qui a été violée devant son mari et ses enfants. On a crevé ses yeux. On a pris ces images, ça m'amène maintenant à comment est-ce que les nouvelles technologies sont aussi utilisées pour rajouter à la pression et à la menace. Ça a été envoyé à des activistes et moi, j'ai reçu ces images-là. C'est dire, vous vous taisez ou vous ou les membres de vos familles peuvent subir le même sort. Donc, il y a une dimension qui joue sur la santé mentale
qui est accélérée par l'utilisation de la nouvelle technologie et qui peuvent nous atteindre même lorsque nous ne sommes pas dans les zones occupées parce qu'on a de collègues, on a... donc, les tentatives d'essayer de faire taire et dans tout ça, je n'ai que deux ou trois choses sur lesquelles nous travaillons. C'est pousser pour le respect de la résolution du Conseil de sécurité 2773, pousser pour en tout cas l'application de la résolution 1325, mais aussi la résolution sur GNP et sécurité et suivre les processus de paix en cours pour un cessez-le-feu. Enfin, nous plaidons aussi pour un accès aux ressources pour la réponse humanitaire. La localisation des fonds humanitaires a été décidée par les grands pays donataires, mais ça nous fera presque 10 ans maintenant que ça n'arrive pas. Maintenant que l'insécurité a privé les acteurs internationaux de leur présence dans les zones rouges, nous pensons qu'il est quand même grand temps que cette localisation soit enfin concrétisée. Je me limite là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Annie, pour ton intervention plus qu'importante. Et nous passons maintenant à notre troisième et dernière intervenante, Evia. Evia, est-ce que tu peux activer ton micro? On espère que la connexion va bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'écoutez. Allô? Bonsoir. Oui, Evia, on t'entend bien. On t'entend bien. Merci. En tout cas, je tiens à vous remercier de m'avoir associé à ces panels et surtout avec ces différents intervenants de qualité des marques. Merci à vous vraiment de m'avoir associé et surtout à la maman des Amazones. Donc, Madame Annie, bonsoir. C'est un grand plaisir de partager ces panels avec vous et aussi avec Jessie. Il est tellement difficile de parler après ces merveilleux faramineux interventions. Mais il m'a été demandé de partager avec nous sur les difficultés d'accès aux soins pour les femmes déplacées, victimes de violences sexuelles, les femmes enceintes dans les zones de conflit. Je pense que pour ce qui est des contextes, il y a vraiment mes différents, les intervenants, ils ont vraiment assez parlé sur les contextes. Je vais vraiment, pour les contextes, je n'ai pas beaucoup de mots à dire parce que les différentes interventions arrivent déjà y à exploiter. Ce que je veux dire, c'est que la situation actuelle, parce que beaucoup pensent que la guerre est vraiment uniquement à l'est de RD, dans le sens dans la province du Nord et de Sud Kivu. Mais quand on parle de la guerre chez nous en RDC, il y a aussi la province d'Ituri où la situation est vraiment dramatique. Parce que ce qui se passe à Ituri est vraiment semblable aussi avec ce qui se passe dans le territoire des Bénin, avec le même mode opératoire. Même si avec la chute de Goma et la chute de Bukavu, là, on voit plus l'accent est accentué par les rebelles M23 et soutenus par le Rwanda. Mais il faut aussi, à travers toute cette guerre-là, nous comprenons que les guerres sont des rouages du système d'exploitation et d'oppression dans lequel vraiment nous vivons. Et cette guerre a détruit ou continue à détruire les communautés, à déséquilibrer les économies, le mode de vie. Vraiment, ça, sur le plan souveraineté nationale, ça bloque. Aussi, on doit comprendre que tous ces processus-là militarisés, des résolutions de conflits, c'est un impact sur l'homme, sur la femme plutôt, sur la santé de la femme. Pourquoi? Parce que quand vous avez bien suivi l'intervention de Madame Annie, vous allez comprendre avec nous que les violences faites Evia, on t'entend plus. Bon, je pense qu'il y a un problème de connexion. Evia? Evia? sont considérés comme des dommages collatéraux ou des Evia? pertes acceptables conflit. Evia?
Excusez-nous, il y a eu un problème, de connexion. On va essayer de voir si Evia peut se reconnecter et sinon, on essayera de passer une vidéo, qu'on a, enregistrée, préalablement, en cas, de problème de connexion. Ok, je m'excuse pour ce désagrément. Comme je le disais dans le contexte, c'est que on assiste vraiment à une peur de la flambée de l'épidémie parce que toute cette situation qui était déjà catastrophique avec l'insécurité, avec la guerre, ça a vraiment causé l'effondrement ou ça a mis en gouffre le système. Et quels sont ces obstacles-là? Le premier des obstacles, nous parlons de l'insécurité. Les différentes attaques armées, ça s'est fait, où tous ces attaques-là, ça se situe au niveau où on peut trouver des centres de santé, des formations sanitaires. Et ça se situe aussi au niveau de la communauté. Et l'insécurité a comme conséquence sur le système de santé congolais, c'est qu'il y a beaucoup de centres de santé qui sont vraiment en ralentissement de fonctionnement parce qu'à chaque fois, pour ouvrir les portes, ils essaient quand même de comprendre la situation. Ils essayent d'avoir des informations sur leur sécurité. Est-ce que nous pouvons ouvrir, est-ce que nous pouvons travailler dans la sécurité et tout ça, c'est un ralentissement et option de fermer leurs portes. De fermer leurs portes suite à toute cette situation-là. Ils ont préféré mettre leur personnel en congé pour leur sécurité. Ils se disent que dans ces conditions-là, ils ne peuvent plus travailler ou ils ne peuvent plus offrir de soins. Et aussi, l'autre raison aussi, parmi les raisons évoquées, ils se disent que on est dans l'incapacité d'offrir des services, surtout les services de nuit. Et sachant que la plupart de femmes, la plupart des enfants, la plupart des victimes de violences sexuelles, la plupart, ils travaillent, ils sont dans des travaux champêtres. Et si pendant la journée, ils n'ont pas le temps de fréquenter ces centres-là, et c'est plutôt pendant la nuit qu'ils préfèrent accompagner de leurs maris ou de leurs frères pour bénéficier de ces services. Mais suite à cette fermeture-là, ils ne peuvent plus aller au niveau de centres de santé. Et aussi, les attaques ont fortement réduit la fréquentation de femmes dans les formations sanitaires, surtout pour les services de santé maternelle. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'aller au niveau des centres de santé. Autrefois, on savait que pendant les moments de guerre, les centres de santé ou les formations sanitaires, c'était vraiment les lieux les plus sécurisés. Mais avec la situation actuelle, ce ne sont plus de lieux sécurisés parce qu'il y a des centres qui ont fait l'objet de bombardements, mais ils ont enlevé les patients. Et toutes ces guerres-là ont vraiment créé de la psychose. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? La plupart de ces femmes se tournent maintenant vers les accouchements à domicile. Ils n'arrivent plus à fréquenter ces centres. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur futur nouveau-né. Ils se disent que nous préférons rester chez nous à la maison. Nous préférons utiliser notre savoir ancestral au lieu d'aller fréquenter des centres. Et aussi pour les femmes victimes de violences sexuelles, c'est la même chose. Ils se disent que je suis déjà victime de violences sexuelles. Si je vais bénéficier d'un service auprès d'un centre donné, ma sécurité n'est pas assurée, je préfère rester chez moi par mesure de sécurité. Et tout ça, avec tous ces accouchements à domicile, parfois qui se fait sans prestataire de soins, ces femmes-là sont exposées à des risques accrus de complications, à des risques vraiment accrus de complications. Et aussi, suite à toutes ces insécurités-là, surtout pour les enfants, avec les consultations, par exemple, les consultations préscolaires, les enfants ont du mal, ou les parents ont du mal à envoyer leurs enfants au centre de santé pour bénéficier de tous ces services-là. Ils se disent que nos enfants ne sont pas en sécurité en allant fréquenter ces centres-là. Nous préférons les garder à la maison pour voir aussi comment la situation avance. Donc, nous comprenons par là que l'insécurité est l'un des obstacles clés à l'accès aux soins de santé. Même au niveau des camps des déplacés,
Auparavant, il y a des centres fortuits, donc des centres qui sont créés des faits pour permettre à tous ces déplacés-là d'avoir accès aux soins de santé. Mais malheureusement, avec la situation actuelle, ces centres-là n'arrivent plus à joindre le bout, n'arrivent plus à fonctionner. Parce que la majorité de ces centres-là sont pris en charge par les partenaires internationaux à travers les organisations de la société civile nationale. Comme le financement n'arrive plus, il y a d'autres même où le financement a été suffisamment réduit. Les projets ont été arrêtés. Donc, la majorité de ces centres-là ont eu à fermer. Comme autre facteur que nous pouvons soulever, en dehors de l'insécurité, le deuxième facteur clé, c'est les conditions de travail de personnel de santé. La guerre a entraîné les ordres de personnel qui ont eu cette capacité. Ils ont fui la région, que ce soit au niveau de l'Ituri, que ce soit au niveau des Goma ou que ce soit au niveau de la on assiste, il y a des centres où ils ont fermé, où ils ont ralenti leur fonctionnement par manque de prestataires de santé, des personnels de santé. D'autres avec tous ces déplacements des populations qui s'est fait d'une région à l'autre, et tout cela, ça a un impact dans l'accès aux soins. Le malade se retrouve là, arrivé au centre. Le personnel de santé qui sont là travaillent dans des la majorité de personnel des banques, mais avec la fermeture de banques, ils ne sont plus dans la. C'est vraiment impossible qu'ils puissent avoir accès à leur rémunération ou à leur salaire. Donc, c'est ça, ça. Ils travaillent dans des conditions, ils sont démoralisés, ils travaillent sans motivation. Donc, c'est vraiment c'est ça. Ils travaillent dans des conditions humaines où ils font face à l'insécurité. Et aussi, ils travaillent dans des conditions où ça ne leur permet pas d'avoir, de donner le meilleur d'eux-mêmes à toutes ces femmes-là qui viennent, à tous ces enfants-là qui viennent. Donc, aussi, le problème aussi, c'est que les attaques contre les infrastructures de santé entravent l'accès aux soins essentiels. Parce que ces personnels-là qui travaillent dans des conditions difficiles, à chaque fois qu'il y a des attaques contre des infrastructures sanitaires, ils sont sûrs en attendant que la situation puisse revenir à la normale. Et lorsque le personnel de santé se déplace, ils n'arrivent plus à accéder à leur lieu de travail, c'est un impact dans l'accès aux soins, un impact considérable dans l'accès aux soins. Et aussi, on constate aussi que par rapport aux prestataires de santé, des femmes, là je parle de services, de tout ce qui est obstétrico, gynécologie, aussi de personnel de santé qui était vraiment dédié uniquement aux services dédiés aux enfants. Là, je vois plus en RDC, je vois la vaccination, par exemple, de 0 à 18 mois. Il y a deux personnels de santé qui étaient destinés pour qui étaient destinés pour la santé pour le victime de violence. Malheureusement, on a encore perdu Evia. Je pense que les problèmes de connexion sont trop grands. Et du coup, on va essayer de passer à la suite parce qu'il nous reste que 30 minutes pour la séance questions-réponses. Mais si elle revient, d'ici là, on
on essaye de terminer avec son intervention. Et donc déjà, merci beaucoup. Evia? Ok, oui. Je Oui. vais parler sur le deuxième obstacle, sur le personnel de santé. Disons que la plupart des personnels qui étaient dédiés ou destinés aux services liés aux femmes, particulièrement le service gynéco et même le service lié aux enfants, proprement aux enfants. Là, je parle sur, par exemple, la pédiatrie ou tout ce qui est vaccin et tout, ça ont été orientés vers des services maintenant devenus, excusez, prioritaires. Là, quand je parle de services prioritaires, je vois plus au niveau des services chirurgicaux, tout ce qui est chirurgie, tout ce qui est médecine interne. Et lorsque ces femmes-là viennent en grand nombre, mais en face d'eux, ils trouvent un prestataire de santé qui en faible nombre. Donc, on voit que le besoin en service est grand, mais malheureusement, le prestataire qui doit répondre à ces besoins-là, le nombre de ces prestataires-là sont faibles. Le troisième obstacle, là, ici, je parlerai sur le matériel de travail. C'est important. Actuellement, avec l'aéroport avec vraiment la fermeture, c'est difficile actuellement d'acheminer tout ce qui est matériel, tout ce qui est intrant, tout ce qui est vaccin au niveau des provinces contrôlées par le mouvement M23. Il y a des centres qui n'ont plus de matériel, ils n'ont plus de kits de dignité à donner aux victimes. Il y a des centres qui n'ont plus des intrants, ils n'ont plus pas. Dans ces services-là, la grande majorité de bénéficiaires de ces services-là sont de femmes. Il y a des centres qui sont en rupture de stock en matière de méthodes. Ils n'ont plus de méthodes à donner. Et ils n'ont rien. Il y a par exemple sur le traitement de VIH. Là aussi, c'est un grand problème. Les centres, la plupart des centres demandent à ce qu'on puisse envoyer les intrants. Mais malheureusement, les gouvernements sont vraiment dans la difficulté d'envoyer. Pourquoi? Parce que les principales, ou je peux dire la principale porte d'entrée qui est l'aéroport ou est maintenant contrôlée une autre partie par le rebelle, une autre partie par le gouvernement, vraiment difficile. Tant bien que mal, il y a des convois humanitaires qu'on essaye d'organiser. Donc, il faut passer par Ouganda, mais c'est vraiment dramatique. Et à cette allure-là, on voit que les femmes souffrent. En même moment, même les enfants souffrent. Parce que les hôpitaux n'ont pas de matériel. Parce que les hôpitaux, le prestataire travaille dans des conditions difficiles. Tout ça là a un impact au niveau de l'accès. Il y a des femmes qui se disent que je ne veux plus y aller parce qu'à chaque fois que je vais, on me dit que il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Les femmes préfèrent rester chez elles où il faut maintenant recours à la médecine traditionnelle. Et sachant que la médecine traditionnelle, au moment de surdose, de dose, tout ça, c'est vraiment incontrôlé. On n'arrive pas vraiment à bien contrôler les dosages et tout. Ça a des conséquences ou ça aura même des conséquences sur la santé de ces femmes-là. Et quand on parle de la santé des femmes, la femme comme pionnière de la communauté, ça aura de la conséquence sur la communauté. Les derniers obstacles pour l'accès aux services, c'est la situation économique. Déjà, la femme congolaise a un pouvoir économique faible, déjà. Et actuellement, avec la situation des guerres, on trouve que la majorité de ces femmes-là qui entreprenaient, ils ont tout perdu. Et aussi, quand ces femmes-là fuient des régions où elles habitaient, elles partent avec l'essentiel. La plupart de ces femmes-là partent avec leurs enfants. Elles laissent tout, elles laissent leurs marchandises, elles laissent tout dans leur village et le plus important pour elles, c'est se mettre à l'abri. Il y a même ceux qui étaient dans des associations, ceux qui étaient dans des épargnes, tout, il y a de lieux agricoles qui ont été saccagés, qui ont été pillés. Ils ont tout perdu à un moment donné, rien du tout. D'où, comme ces femmes-là, ils ont moins d'argent, ils essayent de vivre au jour au jour. On assiste à quoi? On assiste à le peu de revenus que ces femmes-là gagnent. Elles préfèrent le mettre plus dans tout ce qui est le manger, le boire, parce qu'ils se disent que je ne peux pas me permettre le luxe de payer les soins médicaux. Je préfère au moins avec le peu que je gagne acheter un pain ou un lait, enfin qu'on puisse avoir de quoi manger. C'est vraiment un obstacle. La situation économique, c'est vraiment l'un des facteurs clés parce que jusque-là, il y a quelques services de santé qui sont encore payants.
Malgré que le gouvernement avait mis en place la couverture santé universelle, par exemple pour les accouchements, mais il y a certaines provinces qui ne bénéficient pas encore de cette couverture santé universelle. Donc, pour avoir accès à ces services-là, en contrepartie, ils doivent payer. Donc, avec avec la guerre, la situation économique est vraiment désastreuse. C'est vraiment désastreuse. Comme recommandation, la première des recommandations, ou notre plaidoyer à nous, c'est la mise en place d'un couloir humanitaire. C'est vraiment urgent. Parce qu'à l'allure où on va, on est vraiment dans la catastrophe, mais là où on va, on ne sait plus comment les qualifier. D'acheminer les intrants, d'acheminer le vaccin, tout ce qui est primordial pour les centres de santé, tout matériel primordial, voire même certains prestataires qui accepteraient de travailler dans ces zones-là pour sauver des vies. C'est vraiment ça que nous attendons du gouvernement actuellement. Nous espérons de tout notre mieux parce que normalement, il devait y avoir une négociation, mais comme la négociation n'a pas eu lieu entre le mouvement et le gouvernement, nous espérons vraiment que dans leurs agendas, c'est une question prioritaire. Et aussi, l'autre, c'est que nous demandons aux partenaires de fonds qui financent le projet, qui financent les programmes qui sont mis en place, que ce soit Goma, que ce soit Bukavu, que ce soit Ituri, le financement, de ne pas arrêter les financements, ni même réduire les financements. Parce que lorsque vous arrêtez le financement ou lorsque vous réduisez tous les projets ou de tous les programmes d'intervention qui renforcent le système de santé congolais, c'est comme si vous contribuiez à la mort des milliers de femmes, vous contribuez à la mort des milliers de ces enfants. C'est comme si vous veniez à financer aussi, il faut être flexible, hein, d'adapter des activités, d'adapter en fonction du contexte présent. Parce qu'à l'allure où vont de choses, c'est que lorsqu'il n'y a plus de financement, le système de santé congolais va s'effondrer. Aussi, c'est que nous demandons aux autorités, que ce soit de fait, que ce soit officiel, qui contrôlent certains territoires, de veiller sur leur structure sanitaire. Vraiment. Nous demandons la sécurité des structures sanitaires, nous demandons la sécurité des prestataires de soins. Nous demandons ensemble, c'est que moi je demande, ou le plaidoyer que nous on fait étant qu'organisateur de la société civile, c'est le respect du droit international humanitaire. C'est vraiment ça. Parce que quand on respecte le droit international humanitaire, on sait que tout ce qui est centre de détention, on ne touche pas. On ne peut pas enlever un malade dans un hôpital. Donc, c'est vraiment ça, c'est que nous pouvons vraiment demander. Et aussi, nous demandons aussi la mobilisation de fonds propres. Parce que cette guerre a mis à nu le système sanitaire congolais. Il ne faut pas vraiment trop longtemps attendre des autres, attendre le financement des autres. Ça doit éveiller la conscience des Congolais où elles se trouvent. Ça doit éveiller la conscience que ce sont des politiciens, que ce sont des acteurs de la société civile ou que ce soit le membre de la communauté sur notre rôle à jouer étant que citoyen pour mobiliser non seulement le fonds, mais aussi mobiliser certaines personnes. Parce qu'il y a des centres qui, pour fonctionner, ils ne nécessitent pas seulement de fonds, ils ont besoin des prestataires de soins. Donc, si nous, étant que citoyens, on s'est dit qu'on doit mettre la main à la pâte pour sauver ces vies-là, c'est important. Même la mobilisation propre, là aussi, c'est important. Je pense que c'est par là que j'ai cheat. Vraiment par là que je vous remercie. Je suis vraiment disponible pour les ajouts, d'autres suggestions ou d'autres questions. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Evia. Merci beaucoup. Et donc maintenant, donc je remercie nos 3 intervenantes pour leur analyse précieuse et plus que nécessaire. Nous allons maintenant prendre les questions. Donc, nous vous rappelons que vous pouvez poser vos questions dans le chat à l'endroit questions-réponses. Et si possible, préciser à qui vous voulez poser la question. On voit qu'il y a une main levée, 2 mains levées. Voilà.
Ouais, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est camarade Alep Platini, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, membre de l'ONG Étoile du Sud. En fait, je voulais un peu intervenir par rapport aux trois thématiques largement développées par nos intervenants et aussi poser une petite question par rapport à ces interventions. Et nous avions, moi particulièrement, suivi religieusement les interventions, notamment de notre première intervenant, la camarade Jessica. Elle a abordé la question liée au droit international en partant de la définition de la notion du droit international, mais aussi du droit pénal et du droit international humanitaire et des droits de l'homme, en soulevant quelques éléments de fond, notamment la définition du viol, et en partant de l'absence de la définition légale en droit international et de la position de la doctrine, mais aussi du droit interne, qui, par la loi de 1940, de cette définition, mais sans pourtant fêter certaines dispositions légales en interne, et notamment les réformes qui ont été formulées en 2006 et renforçant la loi pénale en matière de viols, mais aussi la loi portant protection de l'enfant qui définit les viols dans son article 70. Et de toutes ces préoccupations, les faits soulevaient l'inefficacité du droit international tel qu'explicité dans ces expressions. Ma préoccupation était celle de savoir quelles sont les recommandations faites à l'État congolais pour qu'enfin qu'il arrive à assurer effectivement la protection de sa population et de l'intégrité de son territoire national. Et parce que la dame ici, de par son intervention, a soulevé l'inefficacité du droit international. Et je pense que les propositions données, notamment la création de la Cour africaine des droits de l'homme, et consorts, en fait, je pense qu'au regard de cette inefficacité du droit international, le droit qui n'est pas rigoureux et qui est à tout moment violé par les puissants du monde, notamment les États puissants comme les États-Unis, et on les voit même au niveau de la CPI, le mandat lancé contre Netanyahou, on voit aujourd'hui la position des États-Unis face à ces mandats qui met en doute les compétences même de la Cour pénale internationale. Et donc, de ces inefficacités du droit international soulevées par l'orateur, j'aimerais qu'elle puisse nous donner quand même quelques recommandations faites à l'État congolais, parce qu'ici, il faut comprendre, en droit international, il y a question des intérêts des États et des petits et grands États, il y a la question des intérêts et aussi des rapports de force. Quelles sont les recommandations faites à l'État congolais en interne pour pouvoir enfin assurer la protection effective de sa population et de l'intégrité territoriale nationale, plus particulièrement la protection des femmes et jeunes filles et enfants qui aujourd'hui font l'objet des actes de barbarie, notamment les viols, les massacres et consorts. Donc ma préoccupation se justifie à ce sens-là. Merci et je vous remets la parole. Jessie, tu réponds? Oui, alors j'ai pas pu tout entendre parce que j'ai eu un petit problème de connexion. Donc je Effectivement, il y a un problème de connexion. Juste avant, si Jessie arrive à se reconnecter, c'est mais super. Ah, voilà, c'est bon. mais oui, mais en gros moi c'était une cour pénale africaine et
Est-ce que juste, vu qu'il nous reste pas beaucoup de temps, Lydia et Vanessa, si vous pouvez écrire vos questions et essayer que les Et questions ce soient que je dis souvent, justement, le plus précis possible, s'il vous plaît. Comme ça, on peut, Jessie, on par t'a pas rapport à la entendu. capacité, alors je sais pas si vous Il y a m'entendez, beaucoup de bugs. par Ouais, rapport non. à la, oui, par rapport à la, donc la capacité d'accueillir, et donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de, Malheureusement, on t'a pas entendu. Est-ce que, hem, donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de primordial, la capacité. Jessie, on t'a Jessie, on t'a pas entendu. Ok. Il y a eu J'ai un, problème de connexion? oui, j'ai un problème de connexion. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me déconnecter et de me OK, super. reconnecter. Super, merci beaucoup. On a déjà, Leïla qui remercie, les intervenantes, et qui demande quelles sont les associations, locales fiables à qui des donations peuvent être faites. Entre Annie et Evia, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Bon, je pense qu'on peut même se compléter si c'est pas grave. Euh, si j'ai bien compris, la question de savoir quelles sont les organisations fiables, les associations locaux fiables à qui des donations peuvent être faites, ok? Par rapport à cette question-là, je trouve qu'il y a, je pense qu'il y a Afiamama qui travaille aussi au niveau de la ville de Goma, parce que Madame Annie, elle est directrice de l'organisation Afiamama. Là aussi, il y a aussi, si Jeunesse savait, nous sommes à Kinshasa aussi, nous sommes basés à Kinshasa, mais on a aussi des organisations on travaille en consortium aussi avec des organisations qui sont à l'Est. Il y a aussi une autre organisation, je pense qu'il y a l'Étoile du Sud, qui travaille aussi, qui ont aussi de bureaux qui sont à Goma, mais aussi à Bukavu, je pense aussi à Ituri. Donc, il y a des organisations qui sont fiables, qui travaillent. Je pense que ce que nous, on peut faire, c'est juste communiquer le nom des organisations, leur canal de communication pour laisser le champ libre à qui il veut de contribuer. Donc, c'est vraiment ce que moi, je pourrais dire par rapport à cette question. Si bon, je me permets aussi directement ce que euh, dit, je me permets de répondre à Platini en disant que il a bien dit que le respect du droit international, actuellement, on voit où ce qu'il a qualifié de puissant, les puissants qui ne respectent pas le droit international. Il y a un élément clé en droit international qu'on appelle la réciprocité des obligations. Lorsque vous signez par exemple, je prends son cas là, le statut de Rome. Lorsque vous signez un traité entre deux parties ou entre parties, parce que là, les questions qu'on se pose, est-ce que nous sommes toujours obligés à être membres de tous ces traités? Il est Evia, on ne t'entend pas. Annie? Oui, Evia, on ne t'entend pas. Je pense qu'il y a trop de bugs de connexion. On peut passer à une autre question. Donc la question donc, est posée par Sylvie et demande, donc c'est par rapport aux enfants soldats, est-ce que la politique de réinsertion sociale a encore son pesant d'or après ces guerres à répétition?
que peuvent dire les 2 premières intervenantes par rapport à ce que l'on a qualifié pendant un temps, enfants soldats, fonds de commerce? Annie, est-ce que tu peux, répondre à cette question? Et Jessie, si tu veux compléter, vas-y. Ouais. Alors, moi, je vais dire que la politique de la réinsertion des enfants, en fait, disons, le programme n'a pas été mis en œuvre comme il se devait. Et donc, on n'a pas réussi à réintégrer ces enfants. Et puis, deuxièmement, cette stratégie politique a été révisée, mais avec l'escalade des conflits, ce n'est pas adapté. Premièrement, d'abord, la première raison, c'est ce que nous avons tous essayé de démontrer ici. Il n'y a pas le respect des textes, ni de loi, ni des instruments juridiques internationaux, encore moins des politiques ou des stratégies qui sont mises en place. Et il y a aussi, autre élément, c'est cette défaillance de la protection des populations civiles et de leurs biens, ce qui a laissé place à ces sentiments d'autodéfense. Et c'est ce qui explique des centaines de groupes armés. Il y a d'autres groupes armés qui sont aussi juste exploités par ceux qui ont besoin des ressources naturelles se trouvant sous les sols qu'eux occupent. C'est une situation extrêmement complexe et il n'y a pas de réponse directe à un problème complexe comme celui de la RDC. La plupart de ces enfants dits soldats, parce qu'ils ne peuvent pas être soldats, déjà les termes soldats est mal choisi. La plupart de ces enfants qui sont dressés à devenir des machines à tuer, tout simplement à qui on remet des armes, c'est justement leur situation qui est exploitée, qui est utilisée pour les inféoder et les transformer en machines à tuer, tout simplement. Ceux qui sont dans leur vingtaine d'années, la majorité ceux qui sont dans leur vingtaine d'années sont des victimes de la guerre d'il y a 30 ans. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est très facile pour eux de coacher les plus jeunes. Donc, pour moi, ici, la question de la justice est capitale. C'est pour ça que nous sommes en train de pousser aussi, plaider pour la justice transitionnelle et aussi qu'un tribunal soit mis pour la RDC. Parce qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas de pression sur la responsabilité des uns et des autres, et moi, je ne me limite pas qu'à des groupes armés, même certaines personnalités aujourd'hui qui se retrouvent en fonction côté gouvernemental, mais qui ont été hier dans un groupe armé quelconque, parce qu'avec les brassages, nous avons beaucoup de personnalités aujourd'hui qui viennent des groupes armés. Si ceux qui ont recruté des enfants hier n'ont pas été interpellés pour leur forfait, pour des crimes qui ont été commis, c'est pour ça que ça continue. Donc, pour moi, la politique n'est plus très adaptée. La proposition et même les plaidoyers que nous faisons, c'est renforcer les mécanismes de la justice internationale pour que les gens répondent de leurs actes. De cette façon, ça peut jouer des rôles. La réparation morale et même civile, parce que quand on dit réparation, ce n'est pas toujours l'argent. Un petit garçon qui a vu sa mère être violée et on lui dit que lui, il est né aussi d'un acte pareil et qu'il voit que ces gens qui ont commis ça sont interpellés en justice, il peut trouver réparation morale, ça peut les dissuader à ne pas rester dans les groupes armés parce que si lui aussi commet ces mêmes exactions, il peut connaître les mêmes sanctions. Mais de l'autre part aussi, ça va contribuer à ce que les gens vraiment répondent de leurs actes. À notre gouvernement, nous n'arrêtons pas, comme Evia a mentionné ça en passant. Les conflits, il n'y en a pas qu'à l'Est. À l'Ouest, ici, nous avons des conflits. À Mai-Ndombe, on a des déplacés de guerre à Kinshasa. Au nord-est, à Kisangani, nous avons des problèmes des Mbororo, les peuples nomades qui circulent. Il y a des conflits un peu partout.
mais on n'arrête pas aussi d'interpeller les gouvernements, de rappeler en termes de plaidoyer sur leur rôle. C'est leur responsabilité parce que nous sommes de la société civile, nous sommes pas partisans, on est sur des faits, on est sur des cas concrets et nos actions sont basées sur les droits. Ben oui, le programme n'est pas adapté et le plus grand problème, c'est que le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de financement pour ça. Encore une fois, on a un gouvernement qui est très dépendant de l'appui extérieur pour ses programmes humanitaires, sécuritaires et tout. Ça aussi, ça pose un problème. Même lorsque le programme est très bien ficelé, s'il n'y a pas un financement extérieur qui arrive, le programme n'est pas exécuté. Et plus les temps passent, plus des personnes qui ont en fait, des gens qui sont très spirituels parlent des blessures intérieures, mais plus des gens ont des blessures tout simplement et la soif de la vengeance qui augmente, ça n'a fait que faire créer des groupes armés et les gens ne se gênent pas de recruter les enfants parce qu'ils se disent que ceux qui ont recruté les enfants hier sont aujourd'hui au gouvernement et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Donc, il y a aussi cette grande question de l'impunité ou de la justice à la tête du client qui règne du côté du gouvernement, qui ne facilite pas certaines choses et qui ne joue pas en notre faveur en tant que nation, même lorsque nous devons aller plaider au niveau international. Au mois de mars, j'ai été devant les États membres permanents du Conseil de sécurité dans une réunion fermée. J'ai déjà briefé 2 fois aussi, mais lorsque j'ai briefé le Conseil de sécurité, que je parlais de l'utilisation de violences sexuelles par les rebelles, mais aussi par certains éléments. Même, j'ai failli être interpellée. Pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité. Alors que si la justice militaire arrêter, interpeller, s'appliquer comme il se doit, les autres ne vont pas faire le même pratique. Donc, il y a plusieurs niveaux comme ça, des recommandations et des plaidoyers. Il n'y a pas de réponse directe à oui ou non ou un bâton magique. Merci. Une dernière question, parce que l'heure file, qu'on va poser à Jessie. Donc au vu de l'impunité décriée, en RDC, par rapport aux crimes au caractère, imprescriptible commis en RDC, où en sommes-nous avec le processus d'instauration d'une justice, transitionnelle et, le cas échéant, à la création d'un tribunal pénal international pour le Congo, car un crime impuni se perpétue? Une question de Roger. J'espère qu'avec Jessie, la connexion a pu être rétablie. Non. OK. C'est pas grave, on va alors tout doucement, passer, à la fin et on a un message, de Salwa qui dit: «Merci infiniment aux 3 intervenantes pour leur courage et à toutes les femmes congolaises, nous sommes toutes avec elles». Et du coup, voilà, ce webinaire touche, bientôt à sa fin. Et ce que nous venons d'écouter est une réalité qui est inacceptable et nous avons le devoir d'agir. Donc c'est maintenant que nous devons montrer toute l'importance de la solidarité internationale. Nous devons continuer de dénoncer l'exploitation illégale des ressources du Congo qui alimente l'instabilité et donc l'insécurité dans laquelle ces femmes se trouvent. Nous pouvons aussi agir comme l'ont précisé nos 3 intervenantes, concrètement en soutenant les organisations locales qui luttent chaque jour sur le terrain pour protéger et accompagner ces femmes. Votre aide, qu'elle soit financière, par le partage d'informations ou par la mobilisation, est très, très importante. N'arrêtez jamais de parler de la République démocratique du Congo et de dénoncer ce qu'il se passe là-bas. N'hésitez pas à suivre et à soutenir le travail de nos partenaires sur le terrain. Qui sont donc nos partenaires Si Jeunesse Savait et Étoile du Sud, qui font un travail de terrain exceptionnel. Et nous vous remercions pour votre présence et votre engagement. Restons mobilisés, c'est le plus important. Un grand merci à nos 3 intervenantes, à nos 2 interprètes aussi, Alizé et Morgane. Merci beaucoup. Et à vous toutes et vous tous. Au revoir et à bientôt.